Je voudrais dire, je ne suis pas sûre que Shmuel soit d'accord avec la conclusion d'Eliezer. Seulement, je dois dire qu'après avoir écouté Eliezer, j'ai compris pourquoi nous les avons invités ensemble. Parce que je suis absolument persuadée que pour réaliser le souhait de Shmuel, il faut des gens comme Eliezer. Alors maintenant, je vous donne la parole à vous, si vous avez des questions à poser. La question est à Shmuel. Est-ce qu'il n'y a pas un réveil du nationalisme en Europe? En France, on le sent. Il y a aussi en Grèce, ici en Hongrie. Les gens se rebiffent, ils veulent redevenir des citoyens de leur pays et pas de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que ça peut se réaliser? Quel pourrait être le rôle de l'Alliance francophone dans la reconquête de sa propre légitimité par le peuple d'Israël, ne fût-ce qu'à ses propres yeux, dans un premier temps? Merci. C'est pas vraiment une question, c'est un ressenti. On mesure à quel point de vivre en Israël le décalage qui existe entre Shmuel Trigano et Eliezer, à quel point de vivre ici, de vivre, de traverser tout ce qu'on traverse, nous-mêmes au quotidien, individuellement et collectivement, à quel point on est en décalage avec vous. Attendez, là-dessus, je voudrais quand même tout de suite répondre, parce que Shmuel n'est pas venu de France ici, il est venu de l'État de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, et il a fait son alia. Il y a d'autres questions? Puisque nous sommes sur les talents du Messie, se sont réveillés dans les décennies dernières deux messianismes. Le premier faux messianisme. Le premier faux messianisme, c'est le communisme. Tout le monde est égal, etc. On répartit les richesses, etc. Et finalement, leur hymne, c'est la lutte finale. Le deuxième messianisme, c'est le nazisme. On choisit la plus belle race, la race des seigneurs, une unité, et on détruit tous les autres. Et je crois maintenant que la mondialisation, c'est le troisième faux messianisme. Alors, comme les deux précédents se sont éteints, est-ce que vous voyez, M. Trigano, aussi s'éteindre cette mondialisation, cet effritement des identités nationales? Est-ce que vous voyez aussi une fin à ce faux messianisme? Bon, d'abord, si vous plaît, un petit aspect personnel. Je suis israélien depuis 46 ans. J'ai fait mon aliyah en 69. Je suis Bogar Universita Ivry. Et donc, ne me faites pas la morale, s'il vous plaît. Si je me suis retrouvé en France, c'est parce que vous ne m'avez pas aidé à trouver un poste à l'université pendant plusieurs fois. Et vous, en tant qu'aliyah française, j'en étais parmi vous, vous ne vous êtes pas suffisamment organisé pour vous faire entendre de la société israélienne. Et donc, ça, c'est une défaillance. C'est une défaillance de l'aliyah française des années 60 et 70. Et je crains fort que ce ne soit une défaillance de l'aliyah d'aujourd'hui qui est faite en règle générale par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont connu une rupture dans la transmission. Vous avez quitté la France, je ne sais pas quand, mais en tout cas, la situation présente de la communauté organisée est totalement différente. Le paysage a été totalement différent du paysage que nous avons connu, que j'ai connu dans les années 60 et dans les années 70. Donc, alors, dire que, ok, moi je veux bien, est-ce que vous ne racontez pas des bobards à vous-même aussi? Est-ce que vous êtes consciente de la réalité telle qu'elle se passe? Je ne crois pas, parce qu'en fait, faire une analyse stratégique, faire le point sur la réalité concrète, ce n'est pas être pessimiste ou être triste, etc. C'est quand même fâcheux que vous me disiez ça en Israël, alors qu'on me le dit à Paris par des gens qui croient que leur condition juive française est éternelle, etc. Donc vous n'avez pas de leçon à me donner sur ce plan-là, peu m'importe que vous soyez coupé de ce que je pense,
ce que j'écris depuis 20-30 ans, c'est vérifié. Je vous prie au moins de regarder ce qui est écrit. Ce qui a été écrit l'a été justement en m'adossant à la réalité d'Israël, justement un Israël qui pour l'instant n'existe pas, je suis désolé. Quand on regarde, vous nous avez cité ces textes merveilleux du Rav Kook, mais au début du XXe siècle, nous en sommes toujours là aujourd'hui. Et donc il y a là un véritable problème qui se pose. Écoutez, est-ce que vous avez lu les post-sionistes? Est-ce que vous avez jeté un œil sur les manuels d'histoire juive du Mamlarti et du Mamlarti Dati? J'ai organisé un colloque de deux jours à Bar-Ilan sur les manuels. Est-ce que vous êtes entré dans les profondeurs des débats intellectuels et culturels israéliens? Eh bien là, vous verrez que nous sommes très loin de cet état espéré, que j'espère. J'ai dit à Brigitte que je ne veux pas traiter de votre sujet parce que c'est le sujet de mon prochain livre qui s'intitulera « Le nouvel État juif ». Mais il n'est possible d'avoir une vision de rêver qu'en s'avouant la réalité concrète et contradictoire. Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être optimiste ? Quand vous avez un médecin qui vous fait un constat médical, il est pessimiste ou optimiste ? Il est réaliste, tout simplement. Eh bien, en quoi ai-je été pessimiste? En quoi ai-je été pessimiste? Dites-le moi. Ben, répondez. Où était le pessimisme? Pardon? Le postmodernisme est en majorité dans les élites israéliennes, et je crois que vous pourriez me le confirmer, sur le plan universitaire et sur le plan intellectuel. Donc il faut être conscient de la réalité des Juifs d'aujourd'hui également. C'est un problème qui est posé. Est-ce que nous assumons l'idée de la cassure profonde qui divise le peuple d'Israël aujourd'hui et qui a retenti sur toute la diaspora, la France en premier? Et donc là, il y a un véritable problème. Que faisons-nous? Que faites-vous justement pour vous rapprocher de cette dimension-là? Et là, pour pouvoir agir, il faut être conscient de la réalité, faire un verdict, un état des lieux de la réalité, et non pas rester dans une... Moi aussi, j'ai cette espérance. Mais comment va-t-on de l'espérance à la réalité? C'est quand même un problème politique. Il s'agit d'avoir une responsabilité politique. Chacun a son rôle, le rôle du rabbin, le rôle de l'intellectuel, du stratège, du général, etc. L'ambition, c'est que tout converge. Mais pour que ça converge, il faut avoir le fil de la réalité. Et c'est ça qui est le problème, si vous voulez. C'est très difficile de comprendre la réalité, je le reconnais, mais ça ne veut pas dire que vous parlez de l'état du Proche-Orient, de l'effondrement des États-nations, de l'hostilité envers Israël. Mais c'est la réalité, excusez-moi. Je ne sais pas où vous vivez. Je ne sais pas où vous vivez. Et donc il y a là quand même... c'est déplaisant, c'est très déplaisant de dire, d'essayer d'approcher la réalité, mais c'est ça la responsabilité. Et vous devriez comprendre, puisque vous parlez de la Torah, qu'il n'y a pas de la Nechama, mais aussi de la Torah, qu'il y a aussi de l'admonestation, c'est-à-dire une alerte des consciences de ce qui se passe. Exactement. Pendant 15 ans, on m'a dit que j'étais pessimiste en France, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit est vérifié, et on vient me dire, vous aviez raison. Mais donc, si vous voulez, malgré tout, si j'avais recherché le succès, j'aurais dit, mais tout va bien, tout va très bien, c'est merveilleux, regardez ça, etc. Alors, notre ami nous a parlé de la vocation du judaïsme français. Excusez-moi, d'abord, nous avons tous un certain âge ici. Où sont les jeunes? Vous êtes très jeunes. Nous avons tous un certain âge. Je suis quelqu'un qui organise des colloques, qui invite des intellectuels, qui édite des livres, fait des conférences, des livres collectifs, etc. Je peux vous dire que du point de vue de l'intelligence juive française, la désertification avance. Il y a de moins en moins d'acteurs intellectuels possibles, justement pour mener cette entreprise. En France, il y en a plus assez. Oui, il y en a plus en Israël qu'en France. Absolument. Donc, si vous voulez... Mais
Que faites-vous en Israël justement pour organiser cette transmission vers l'hébreu, vers... Oh, c'est de la démagogie, madame. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. C'est affolant parce que on ne peut plus être sioniste comme ça. Enfin, il s'est passé quelque chose depuis 30, 40 ans dans ce pays et de toutes parts. Et donc, si vous voulez, ce n'est plus possible d'avoir une... J'ai d'ailleurs eu une expérience semblable à Ashdod, mais j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas installé en Israël. Vous êtes toujours en France mentalement. Et oui, donc, si vous voulez, regardez Israël tel qu'il est. Regardez Israël tel qu'il faut le voir. Et il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui se posent et des problèmes... Il y a des problèmes en Israël et des problèmes auxquels il faut se confronter, même s'ils sont déplaisants. Croyez-moi, vous êtes très courageux ici dans cette assemblée. Monsieur Trigano, si Monsieur Trigano avait recherché le succès, je serai à l'Académie française comme Philippe Delcros. Monsieur Trigano a toujours été très courageux et je le suivrai. Est-ce que je peux intervenir à nouveau? Bon, je vais... Bah écoutez, mon travail a consisté à me confronter à cette situation depuis 15-20 ans. Ce n'est pas mon travail électif. Je préfère écrire le récit de la disparue, bien d'autres livres, etc. Mais il m'a semblé que quelque chose de grave se tramait contre le peuple juif et qu'il fallait faire face. Je crois avoir fait face. J'ai créé un observatoire du monde juif, j'ai créé une revue, j'ai publié des bulletins, j'ai guerroyé de toutes parts et j'ai conduit une analyse en même temps que j'écrivais d'autres livres et pas uniquement des livres centrés sur ce côté négatif de la condition juive qui est la haine des juifs. Et donc, si vous voulez, mais ça me conduit malgré tout à un beau moment. Je connais Israël très bien, j'ai fait des sciences politiques, des relations internationales à l'université hébraïque. À un moment, au milieu des années 2000, je me suis retourné en arrière vers Israël et pour ce qui était du combat à mener en France, je n'ai trouvé personne. Misrad Hachutz, les ambassades, les élites, au contraire, les attaques contre le peuple juif venaient des intellectuels israéliens qui passaient en prime time à la télévision, etc. Et donc, si vous voulez, prenez conscience qu'il y a là un problème. Comment Israël a-t-il pu produire un phénomène de ce type-là, mais qui est quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Et à ce moment-là, si vous voulez, commence un travail de réflexion, pas simplement métaphysique, mystique, philosophique, ce qui fut le mien depuis les années 60, mais un travail d'analyse politique, si vous voulez. C'est un plan différent, c'est un plan décevant, parce que la politique, c'est des rapports de force, et il n'y a pas d'intériorité dans cette dimension-là. Et donc, à partir de là, commence une enquête sur le fait que la faiblesse est en nous. Elle est en nous, justement. Comment la comprendre? Comment l'analyser? Comment en sortir? Eh bien, pour pouvoir y arriver, il faut assumer le choc de la réalité. C'est pourquoi... Je vous ai parlé de mon livre qui n'est pas ici, hélas, il fait 650 pages. J'ai refermé ce dossier et ce livre m'a conduit à un livre que je ne pensais pas écrire, que j'ai terminé. J'espère trouver un éditeur, mais sachez que ce n'est plus évident car il y a une censure ambiante en France sur la chose juive et sur Israël. Et donc, ce livre s'intitule « Le nouvel État juif » justement parce qu'il s'agit de réfléchir comment, justement, la notion de grandeur me semble capitale, mais presque morphologique, pas uniquement la grandeur sur le plan du prestige, etc., mais sur le plan morphologique. Il y a une défaillance dans le sionisme politique concernant la vision du peuple et du collectif, si vous voulez. La notion de peuple juif, le peuple juif, ce n'est pas exactement la nation israélienne.
c'est quelque chose de plus grand et qui porte la nation israélienne. Et si vous voulez, tout le problème est de comprendre comment le peuple juif peut s'installer dans un État-nation qui est en fait quelque chose qui lui vient de l'extérieur, sans perdre cette dimension du peuple juif et tout en assumant la dimension de la nation israélienne. Et si vous voulez, il y a là un défi politique très difficile. Je n'ai pas de réponse comment concevoir la démocratie dans ce cas-là. Il y a un véritable problème qui se pose et j'espère que la génération qui s'ouvre et qui sera la vôtre, car ce que nous sommes, moi je suis partant, eh bien, devra justement penser ce défi-là, à savoir qu'il y a tout un pan dans le judaïsme qui concerne justement la vision politique. Il y a une politique dans le judaïsme, dont le judaïsme rabbinique est inconscient et qu'il est, excusez-moi, incompétent à faire apparaître de tant de siècles d'exil. Et donc, il y a là un enjeu qui ne peut être assumé que par Israël, mais comment l'assumer une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Comment imaginer? Comment traduire ça dans l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans la socialité, etc. C'est un ensemble de défis considérables. Voilà, donc moi, si vous voulez, ça a été, je vous parle de mon trip, comme on dit, c'est un cheminement intellectuel et je ne comprends pas votre argument, je ne vois pas ce que vous vouliez me dire. Alors je termine, monsieur, oui, je vous ai parlé d'une coupure profonde entre les élites et les masses. D'ailleurs, elle existe en Israël, c'est la même, c'est exactement la même. Le peuple n'est plus exprimé par les élites, par les représentations, il ne se retrouve plus dans les discours sur lui, sur les autres, etc. Et ça, c'est un grave problème aussi du régime démocratique postmoderniste. Et donc, si vous voulez, il y a donc, commence à apparaître en Europe, et notamment en France, une réaction nationale ou nationaliste. Alors, il y aura le pire et le meilleur dedans. Voilà. Ça va de pair avec l'extrême droite, le Front National, etc. Mais cette réaction nationale, pourvu qu'elle ne tourne pas mal, ça peut conduire au racisme, à une forme de totalitarisme, etc. Cette réaction nationale devrait rencontrer l'image d'Israël. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Je peux citer un auteur, un philosophe spécialiste du libéralisme et spécialiste, il est chrétien, il se dit chrétien, Pierre Manant, qui a écrit un livre qui s'appelle « La raison des nations ». Il fait le constat de l'effondrement de la nation française, etc. Et sur quoi conclut-il? Il propose Israël comme modèle aux États européens. Un modèle dans la mesure où il y voit une société, il ne connaît pas ce qui se passe, il y voit une société capable d'engager sa vie pour défendre son identité. Et donc, bien sûr. Et donc, si vous voulez, la seule inquiétude que j'ai en voyant les élites politiques israéliennes et toutes sortes de milieux, Israël risque d'être aussi absent à ce moment-là. Quand les peuples européens verront dans Israël leur champion, d'une certaine façon. Alors, vous avez déjà des partis de l'extrême droite où ça arrive, mais c'est une extrême droite violente. Ils ont le drapeau israélien, avec tout, vous avez ça en Écosse, en Angleterre, etc. Mais le problème, c'est peut-être que nous assisterons à une sorte de renversement de situation qui arrivera avec une période de grand trouble en Europe, mais dans laquelle l'image d'Israël va se renverser. Parce que finalement, j'ai rencontré des Français moyens, évidemment, etc., mais à un moment donné, ils sont complètement ignorants. Ils voient la télé, ils lisent le journal. Ils commencent à se dire, mais c'est toujours Israël qui est coupable. Ils trouvent ça bizarre, si vous voulez. Bon, mais il n'y a pas d'Israéliens pour accompagner ça. Il n'y a pas. Nous avons été quelques groupes militants sur le terrain. On a créé des associations, des sites, etc. pour refaire de l'information. Nous avons été l'objet d'hostilité de la part des institutions juives, des institutions représentatives, qui ont trouvé que nous étions une menace, une concurrence pour leur néant. Parce que si nous avons fait quelque chose, c'est qu'elles ne faisaient rien. Et donc, si vous voulez, il y a là...
Alors, vous me dites que je suis pessimiste. Alors, écoutez peut-être M. Kuckerman qui vous dit que le CRIF ne sera pas une deuxième ambassade d'Israël, tout va bien, tout va très bien, etc. C'est possible. Voilà. Déjà ça, alors je vais essayer d'être bref, bien que le français étant ma langue d'adoption, ça va. C'est difficile. Je pense que Shmuel n'a aucunement besoin de ma défense, absolument pas. Mais je dois dire que la compréhension et la vision qu'on obtient parfois d'un chercheur qui observe avec science et avec amour ce qui se passe ici, véritablement, je dois admettre, et je dois admettre aussi de chez mes collègues, ex-collègues à l'université et ailleurs, c'est très difficile de le voir ici. Pas seulement quant à ce qui se passe en Europe, ou en Occident ou ailleurs, mais aussi quant à ce qui se passe chez nous. Celui qui vit le miracle n'en est pas conscient très souvent, et je dois admettre que s'il manque quelque chose en Israël, dans le domaine académique certainement, c'est la capacité à conceptualiser. C'est la capacité de voir de manière abstraite une réalité qui est très difficile. C'est très facile très souvent d'apporter l'exemple de tes copains de Milouim. Pourquoi? Parce que ça devient toujours très populaire. On a tous des enfants, ou nous-mêmes, ou des petits-enfants qui servent cela. Mais très souvent, ça vient au détriment d'une capacité à conceptualiser, à voir l'image d'en haut, et à en voir tous les dénouements et des choses possibles. Je me rappelle la première fois quand je suis entré à l'université chez le professeur, peu importe, qui nous a demandé à parler du problème des réfugiés. Alors la première chose, vous voyez, en tant que quelqu'un qui a fait sa licence à l'université de Genève, alors définissons le terme de réfugié. Alors les gens, ils n'ont personne à définir. On a parlé 1h30 des problèmes de réfugiés sans jamais définir le problème. C'est tachles. C'est une tarbout tachles, et effectivement, pour conceptualiser la menace, la réponse, ce dont on a parlé, si on n'a pas cette matrice conceptuelle, abstraite, etc., eh bien, on n'a pas la réponse, et des gens qui l'ont nous manipulent de manière très très facile. De l'Olympe universitaire, etc., on est beaucoup plus facile à manipuler. Maintenant, ça c'est une chose. Une deuxième chose que j'aurais voulu dire, c'est effectivement, il y a de quoi être pessimiste. Et lorsque j'entends de manière si forte vos arguments, je prends encore plus grande compréhension du miracle. Je vois très bien parce que je vois comment on travaille en Russie, en Ukraine beaucoup, comment Poutine, en quelques mois, a réussi à transformer un peuple frère en fasciste. Dans la conscience de 90% des Russes, y compris intellectuels, y compris à Moscou, y compris à Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Comment, en rien de temps, il a manipulé l'éthos national de la manière que des personnes qui sont frères, qui ont étudié ensemble, cessent de se parler au téléphone. On n'a rien de temps, Khaverim. C'est une manipulation. Vous comprenez qu'il ne faut pas être seulement un manipulateur de premier ordre, mais il faut qu'il y ait un peuple qui soit absolument élastique, qui soit tellement manipulable. Absolument manipulable. Maintenant, regardez ce qui s'est passé en Israël, ne serait-ce que les dernières élections. Vous avez des films de Hollywood qui changent toutes les semaines avec des films financés par des États-Unis, qui font quoi?
qui obtiennent le résultat absolument... C'est-à-dire, si on était ici des Russes, Chas v'Shalom, et aujourd'hui, on serait tous, on serait tous Meretz. On serait tous Meretz. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que lorsque je vois que toute la nouvelle classe, que toutes ces élites, que tous ces universitaires qui forment, qui lavent le cerveau dans les sciences humaines à 5000 personnes par an, avec la presse, avec la haute cour de justice, avec ma femme, elle travaille à Yad Vashem, elle est rédactrice en hébreu, maintenant elle vient de rédiger un article sur des films sur Tzal et la Shoah. Tzal et la Shoah. Bon, il y a de quoi parler. Il n'y a pas un film qui ne parle pas de Tzal en tant que nazi. Pas un israélien. Tous des films israéliens. Tous des films. Il n'y en a pas un qui est un narratif différent. Vous comprenez? Je termine déjà. Maintenant, avec toute cette bohème, avec tout ce théâtre, avec tous ces... il faut y aller pour conserver son sang-froid, pour conserver sa chevillou, je ne sais pas comment on dit en français, chevillou. Son bon sens, son équilibre, vous comprenez? Maintenant, il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que jamais la révolution sioniste ne s'est faite par l'establishment. Le combat pour les Juifs d'Union soviétique n'a pas commencé par l'establishment. C'est-à-dire il y avait toujours des pionniers. Il y avait les pionniers de l'agriculture. Il y avait les pionniers de la défense. Il y avait les pionniers de l'hébreu. Il y avait les pionniers de la conception religieuse nouvelle, religieuse sioniste. Parce que le Rav Kook dit, la critique très forte que je n'ai pas lue qu'il adresse au Rav Yehuda Reines du Mizrach, il dit mais qu'est-ce que tu fais de renoncer à l'aspect géolique, à l'aspect de délivrance du sionisme, mais tu es fou, etc. Vous comprenez? Ça a toujours commencé par la périphérie. Ça a toujours commencé de côté. Et ça a toujours un aspect aussi, deuxième chose, me semble, il y a un aspect générationnel. Vous prenez la génération des écrivains d'avant Aleph Bet Yoshua, Amos Oz, Grossman et compagnie, ils sont tous des hypersionistes. Moshe Shamir, Alterman, Goldberg, et compagnie, vous les citez, Meged, ils sont tous hypersionistes. C'est-à-dire, il y a une emprise, à part l'université hébraïque, il y a une emprise sioniste totale sur les esprits. Ou alors Bessadot, etc. Tout d'un coup, arrive une autre génération qui prend à contre-pied total toute la génération, tout l'establishment littéraire et autres, et cinématographie et compagnie d'Israël. Vous allez les Aleph Bet Yoshua, qui renoncent à notre droit historique. Le seul droit, c'est le droit de la Shoah. Vous avez comment il s'appelle, Amos Oz, vous avez Grossman, vous avez ces personnes qui disent, qui sont la génération du désespoir, la génération de la déchéance, la génération qui sont d'un côté des Tsabarim, c'est-à-dire ils sont divinisés par tous les autres, Moshe Dayan et compagnie, c'est des dieux vivants, des Prométhées qui sont descendus de l'Olympe, mais de notre côté, ils sont blasés, c'est-à-dire ils ne voient pas le côté miraculeux de ce qui se passe. Ils essayent de nous nourrir. Des personnes comme Leibovitch, ils étaient hyper minoritaires à l'époque. Ils étaient hyper minoritaires lorsqu'ils disaient après la guerre des 6 jours, après Kibia, après les opérations de Tagmoul des années 50, etc. C'était quelque chose de Buber, mais qui écoutait Buber, vous comprenez? Tout d'un coup, les dernières 40 ans, effet générationnel, on a l'impression que véritablement, c'est maintenant la nouvelle classe qui dirige tout, qui donne le ton, etc. Mais, Baruch Hashem, ils nous ont aidés à avoir marre du shalom, à avoir marre du libéralisme, à avoir marre de résoudre le problème arabe, c'est le problème qu'on résout les 40 dernières années, à avoir marre des accords, à avoir marre bientôt de l'Oncle Sam, c'est-à-dire qu'ils arrivent, vu qu'on est avant tout, à la différence des peuples à l'étranger,
On n'est pas seulement le produit de nos élites intellectuelles, mais on a une neshama léoumite propre, etc. Maintenant, je ne dis pas que les élites, c'est pas important, c'est hyper important. C'est super important, c'est quelque chose dont la défaillance nous fait payer un prix invraisemblable, bien entendu qu'elles doivent nous soutenir. Mais je pense qu'il y a toutes les semences. Bon, je pense que Shmuel, vous avez peut-être des recherches sociologiques plus à même, d'Israël aussi, mais il y a les semences, que ce soit dans les Mechinot, que ce soit dans les Esder, que ce soit, je ne sais pas, dans la Keren Tzionit Achadasha, dans tous les mouvements aussi de défense d'Israël, en dépassant le ministère de l'information et des affaires étrangères, qui se font les pionniers de la Israel Advocacy, qui se font les pionniers d'Israël en tant qu'État juif. Bien entendu, ils sont hyper minoritaires en apparence, mais ils sont véritablement les représentants d'une génération, et si on prend en compte l'aspect générationnel de notre évolution, etc. Alors je ne veux pas, chas v'shalom, balayer le pessimisme. Non, balayer les aspects critiques et les aspects défaillants de ce qui se passe. Mais je pense que les fondements de cette âme nationale qui se révèle pas seulement dans les élites, surtout pas dans les élites, mais dans le peuple, c'est quelque chose de... Nous avons besoin de tous les juifs, car même ceux qui sont hostiles à la vocation juive, etc., font partie du peuple juif. Et je crois qu'il y a là une dimension très compliquée, très lourde, c'est vrai, parce que parfois les plus grands ennemis viennent du dedans du monde juif. Parfois, et souvent, surtout ces dernières années. Mais le problème, si vous voulez, c'est... Il faut que nous ne sommes pas une secte, mais un peuple. Dans un peuple, il y a des divergences, des conflits. Les fameux Medinat Tel Aviv, Medinat Yerushalayim, c'est une catastrophe parce que c'est à nouveau la prophétie d'une division du peuple juif. Et ça a été le début de la fin, cette division dans l'Antiquité. Et le problème, c'est justement comment réunir aussi ces dimensions-là. C'est pourquoi il y a aussi un combat intellectuel. C'est-à-dire, il faut croiser le fer intellectuellement avec Aleph Bet Yoshua, je l'ai fait, etc. Bon, son idée de normalité, avec d'autres aussi. Et le problème, c'est que il faut prendre en charge cette dimension qui semble contradictoire, mais qui est là. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est ça la question. Moi, je crois qu'on a besoin de Médina de Tel Aviv, en espérant que ça n'a jamais une Médina. Il faudrait trouver, et là, je retrouve votre question, le judaïsme français a développé, après la Deuxième Guerre mondiale, une conception de la voie médiane, c'est-à-dire à mi-chemin des extrêmes, autant religieuses que laïcistes, etc. Et donc, c'était un mélange extrêmement dynamique et créatif. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment plus en France. Il y a eu, je dirais, dans les années 80-90, une israélisation, dans le sens mauvais de ce terme, de la communauté juive française, avec la naissance d'une rivalité, d'une opposition radicale entre laïcistes et religieux, ce qui fait que l'expérience d'une pensée juive, que vous parlez beaucoup de l'école de Paris, etc., eh bien, l'intellectuel juif s'est retrouvé déserté par les laïcs parce qu'il pensait qu'il était intégriste, déserté par ceux qui devenaient des nouveaux religieux parce qu'ils pensaient qu'il était libéral. Voilà. Et donc, en fait, le centre qu'incarnait le judaïsme français a été déserté. Cette désertification est allée de plus en plus grande. Le lectorat juif a disparu.
les juifs français ne lisent plus vraiment des livres juifs. Les vieux chrétiens qui s'intéressaient au dialogue judéo-chrétien après Nostra Aetate, etc., ben, ils sont en voie de disparition. Les nouveaux, ils ne savent même pas, ils n'ont aucune idée de la chose. La question, c'est de savoir, je pense que nous avions à apporter quelque chose au judaïsme en Israël, à la société israélienne, qui est justement cette dimension de synthèse, non de renonciation, ni de compromis, mais justement cette tension entre les deux opposés qui permettait de garder le milieu et de garder le centre. Et la question qui se pose, c'est comment pourrait-on traduire justement cet héritage dans l'hébreu, dans la culture israélienne pour le transmettre. Je crois que, bon, vous vous livrez à ce travail au centre Yair, mais je crois qu'avec la venue d'une nouvelle vague d'Aliyah, la question se pose encore plus, dans la mesure où le judaïsme français se dépeuple, où ce qu'il restera sera sans sens, sans signification, juive, sur le plan juif. Et donc en fait, l'essentiel de cet héritage va se rassembler ici. Mais à ce moment-là, que faire justement pour ne pas retomber dans l'erreur ou la, comment dire, le manque d'audace qu'on a eu dans les années 70. C'est-à-dire, c'est vrai, étant au centre, nous pensions que revenir en Israël, c'est s'inscrire dans le peuple juif. Mais en fait, la société israélienne jusqu'à présent est une société d'immigrants, où il y a plus ou moins des reformations de collectivités d'originaires. Ce qui est le cas pour les Russes, ce qui est le cas aussi avec vous ici, d'une certaine façon. Vous cultivez à nouveau la langue française et la pensée... Oui, mais quand même, c'est quand même... On a des activités en Mais la française, non, mais tu parles français. Mais oui, mais... On est d'accord, mais nous... Je n'ai même pas de culture française, j'ai même pas de civilisation française. Non. Nous parlons l'hébreu, justement... je termine. Nous parlons l'hébreu dans cette rencontre entre deux langues. Et c'est ça qui fait la richesse de la pensée juive française. Merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le Yom Yerushalayim, où nous essayons de donner aux Olim Chadashim le sens de la fête du Yom Yerushalayim, et nous voulons souligner la solidarité des anciens avec les nouveaux Olim.